L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique sur Radio Sensation, votre rendez-vous du dimanche soir pour faire un tour et débattre de l'actualité locale et nationale, épisode 175. Nous sommes en compagnie ce soir de Philippe Guillen. L'hebdo politique. Philippe Guillen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire d'Yverdroite des Clés-sous-Bois, commune de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez été élu en juin dernier et vous avez succédé à Véronique Côté-Millard. Vous n'êtes pas novice pour autant des affaires locales puisque vous avez été notamment pendant 2 mandats chargé des finances de la commune. Les finances, sujet d'angoisse depuis longtemps pour de nombreux maires et encore plus depuis dans ce moment si particulier que nous traversons depuis 8 mois maintenant. Philippe Guillen, dites-nous dans quel état sont les finances de votre commune, justement, avec ces crises qui durent et qui se répètent. Alors, une petite précision, j'ai été chargé des finances pendant 3 mandats. 3 mandats, précisément. Donc, vous connaissez vraiment bien ce... Depuis 2001 et premier adjoint depuis 2 mandats. Alors, la situation des finances des communes, en règle générale, je pense que l'ensemble des maires se plaignent des situations financières des communes par l'abandon de l'État vis-à-vis de certaines dotations. Si je m'attache à notre commune des Clés-sous-Bois, la situation était saine globalement. Néanmoins, comme vous venez d'en parler, l'effet de la crise sanitaire, si je prends ne serait-ce que l'exemple du budget 2020 que nous avons voté dès mon élection, l'impact est de plus de 600 000 euros rien que sur l'effet sanitaire. Donc ça veut dire qu'il faudra nous adapter et faire des choix. Quand vous dites 600 000 euros d'impact sanitaire, ça veut dire que ça vous a coûté à vous, la ville, 600 000 euros pour les masques par exemple, pour réadapter les locaux? Tout à fait. Ça veut dire qu'au niveau de la commune, il y aura un impact de 600 000 euros, soit en perte de recettes, soit en coûts supplémentaires, ce qui veut dire qu'au niveau de l'équilibre global, c'est un minimum de 600 000 euros. Alors 600 000 euros, c'était en juillet. J'imagine que vous n'avez pas encore de projection pour la suite, mais cette note va gonfler. Est-ce que c'est absorbable pour les finances des Clés-sous-Bois si ça dure et ça dure encore? Alors, cette note, effectivement, va gonfler. Bien entendu, compte tenu des décisions qui ont été prises, nous allons voir quel sera l'impact sur la fin de 2020 et sur le budget 2021. Il est évident qu'il faudra que nous nous adaptions. Un de mes objectifs et de mon équipe municipale était de toujours maîtriser la fiscalité communale, comme nous l'avons fait depuis 10 ans, parce que là aussi, beaucoup de maires se plaignent de ne plus avoir les moyens de leurs ambitions au travers des réductions de dotation des communes. Si je prends un exemple pour ma commune des Clés-sous-Bois, entre 2010 et 2020, au niveau des dotations de l'État, c'est 2 600 000 euros de moins par an, c'est-à-dire plus de 10% du budget. Malgré tout, nous devons nous adapter, nous serons obligés de faire des choix. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez des pistes déjà? Est-ce que vous travaillez à des pistes? C'était un engagement de campagne de ne pas toucher aux taux communaux, vous n'avez plus beaucoup la mainmise dessus finalement avec la taxe d'habitation qui n'est plus de votre ressort direct. Est-ce que vous allez devoir revoir tout de même votre politique en la matière? Non. Notre objectif reste d'essayer effectivement de tenir cette non-augmentation des taux. Nous sommes élus depuis 3 mois. Mon équipe sait très bien que nous aurons des choix à faire, quitte à avoir des adaptations. Et si, malgré tout, à un moment, nous ne pouvons pas, à ce moment-là, nous consulterons la population. Mais mon objectif, c'est bien entendu de tenir, comme mon engagement de 2014 en tant qu'adjoint aux finances, de ne pas augmenter les taux communaux. Vous avez aussi la possibilité éventuellement de vous endetter. Est-ce que c'est une piste à laquelle vous pensez? Alors moi j'ai le chiffre dette 2020 de la commune, 1,76 million d'euros, 1 760 000 euros. Précisément, c'est ce que j'ai vu dans le magazine municipal, on pourra vérifier ces informations-là, mais une dette visiblement saine aussi. Non, malheureusement, c'est pas 1,76 million d'euros, c'est un peu moins de 15 millions d'euros, mais qui globalement... Je me suis trompé de virgule. Voilà, je pense. Mais qui globalement est une dette saine, puisque nous sommes à un peu plus de 800 euros par habitant. C'est une dette que j'ai souhaité réduire sur le dernier mandat, de manière à éventuellement pouvoir se réendetter un petit peu sur des investissements que je juge nécessaires pour la commune. Et on en parlera peut-être tout à l'heure.
Pour faire face à la deuxième vague de la Covid-19, la France a donc rebasculé dans un confinement, on va dire allégé, on peut dire ainsi, qui va de nouveau peser lourd, très lourd sur les commerçants obligés de rester fermés au moins pour 15 jours et l'ensemble de l'activité économique. Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet aujourd'hui pour le tissu local économique, mais aussi social ? Tout à fait. Je suis à la fois inquiet et mécontent. Mécontent parce que même si la situation est difficile, c'est une crise vraiment inédite, je pense qu'on n'a pas fait, nos gouvernants n'ont pas fait tout ce qu'il fallait faire en termes d'anticipation. Une fois que j'ai dit ça, il va falloir s'adapter. L'adaptation, je la crains beaucoup pour, comme vous le précisez, surtout nos commerçants locaux. Parce que les grandes surfaces, et j'entendais tout à l'heure en vous rejoignant, dans une grande surface, vous avez à la fois de l'alimentaire, mais vous avez aussi du prêt-à-porter, vous avez aussi des livres. Vous parlez de concurrence déloyale ? C'est une concurrence, enfin, ce sont des... J'irai pas dans la concurrence déloyale, mais c'est dans les mesures qui m'étonnent. Parce que quand vous prenez, et je connais nos petits commerçants au Clay, si je pense aux coiffeurs, à des magasins qui vendent aussi des bijoux, du petit mobilier, ils étaient très attachés à toutes les mesures barrières. Et ils les pratiquaient, ces mesures barrières. Ces mesures barrières, moi quand je vais dans un centre commercial, je les trouve pas systématiquement. Et donc je trouve profondément injuste que ces commerces-là soient fermés et vont avoir de grosses difficultés. Donc vous êtes favorable à une réouverture assez rapidement, peut-être au bout de 15 jours, donc dans quelques jours, une semaine, 10 jours de ces commerces. Je suis favorable à cette réouverture parce que ces commerces ne pourront pas survivre. Les bars, alors même si nous n'en avons pas beaucoup, les restaurants au Clay, mais je pense surtout aux coiffeurs que nous avons beaucoup au Clay, ainsi que d'autres petits commerces. Est-ce que vous saluez tout de même cette volonté de laisser la machine économique tourner, même à moindre mesure, avec les usines qui restent ouvertes, l'industrie du BTP qui se poursuit, c'était nécessaire tout de même ? Moi qui arrive du privé et de l'industrie, je ne peux que saluer cette mesure. Et je pense que notre ministre de l'économie a essayé de faire un très bon travail, lui de son côté. J'en dirais pas la même chose pour les autres ministres, mais il a essayé de sauver autant que faire se peut l'industrie. S'il n'y a pas un minimum d'économie, d'industrie et de commerce, nous allons encore plus plonger parce que sans économie, il n'y a pas de croissance ou très peu de croissance, où nous atténuons la décroissance, et sans cette économie, automatiquement il n'y a pas de richesse produite. S'il n'y a pas de richesse produite, on s'enfonce dans la crise économique et sociale. La crise économique des commerçants locaux, je voudrais revenir dessus. Philippe Guiguen, comment la mairie peut-elle aider les entreprises implantées sur le territoire ? Est-ce que vous réfléchissez là aussi à des pistes pour les soutenir ? Il y a des mairies qui avaient choisi pendant le confinement de relever les loyers, de les suspendre. Est-ce que c'est une piste évoquée pour ceux qui dépendent de locaux qui sont les vôtres ? Alors, nous n'avons aucun commerce qui dépende avec des locaux de la municipalité. Tout le développement économique et de l'agglomération dépend de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au niveau fiscalité notamment, et donc nous n'avons pas de mesures possibles à ce niveau. Par contre, nous allons, avec mon équipe, voir comment, de façon concrète, nous allons pouvoir, au travers d'une communication, au travers d'outils sur les sites de la mairie, comment essayer de les aider. Nous avons appris cette mesure hier, donc nous allons voir dans le court terme comment réagir. On rappelle évidemment, parce que vous parlez d'hier, qu'on enregistre à l'avance cette interview. L'impact Covid précisément sur les entreprises locaux, c'est aussi cette actualité qui concerne un des équipementiers installés depuis très longtemps sur votre ville. Je ne sais pas si je vais prononcer bien le nom de cette entreprise. Permaswedge, oui. C'est ça, qui est installé depuis 1974 au Clé-sous-Bois. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté en septembre. C'est 155 personnes qui travaillent sur site. Et cette entreprise qui travaille dans l'aéronautique, impactée fortement par la Covid-19, pense à se délocaliser dans la Drôme. Vous êtes investi sur le sujet. Où en est-on aujourd'hui ? Vous avez rencontré syndicats et direction ? J'ai rencontré syndicats et
direction. Je vais reprendre contact avec la direction maintenant qu'il y a un PSE. Ma position a été très très claire. Je comprends, compte tenu des baisses de charges dans l'aéronautique, et Permatswedge était un sous-traitant majeur d'Airbus. Je comprends qu'il y ait donc des plans d'adaptation qui soient possibles. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est une délocalisation totale avec tous les risques que cela comporte pour l'entreprise. Et bien entendu, je ne souhaite pas voir partir une entreprise de ce niveau-là de ma commune. Est-ce que vous avez les moyens d'agir favorablement sur ce dossier en tant que maire, ou alors à part peut-être passer des coups de fil et essayer de négocier, de faire l'entremetteur, vous n'avez pas d'autres moyens? Il faut être pragmatique. C'est une entreprise totalement privée. J'ai essayé de dialoguer avec le directeur général de cette entreprise à propos du plan qu'ils veulent faire, puisque moi j'ai moi-même de mon côté participé dans le grand groupe où j'étais avant à ce type d'opération. Je l'ai mis en garde sur tous les risques qu'il avait au niveau de son entreprise. J'ai une personne qui a été à l'écoute, qui visiblement avait étudié tout ce dossier. J'espère qu'en finale ils sauront raison garder, mais c'est pas nous, il faut être honnête, qui avons la main libre sur de telles décisions. Est-ce que vous surveillez d'autres dossiers de ce type et des risques de faillite et de perte d'emploi d'entreprises privées ou de petites PME qui sur votre territoire? Est-ce que vous avez d'autres bruits qui courent négatifs de ce genre-là? Pour l'instant, sur la commune propre d'Éclay, nous n'avons pas de bruit. Je suis inquiet sur mes commerçants de centre-ville ou d'autres différents quartiers. Nous avons quelques autres entreprises qui sont aussi dans l'aéronautique ou dans des niches technologiques, et donc on peut être inquiet, mais pour l'instant, je n'ai fort heureusement pas d'écho défavorable. Alors l'impact économique de la Covid, on en a parlé suffisamment. Parlons de cette vie qui va tout de même perdurer avec les cours qui reprennent après les vacances de la Toussaint, évidemment. C'était là aussi nécessaire pour vous que l'éducation se poursuive pour les plus jeunes, puisque tout le monde a repris les cours jusqu'au lycée? Pour moi, c'est nécessaire parce que là, l'école, au-delà de l'école, c'est le lien social qu'il y a entre tous les enfants, et c'est l'absence d'école met encore plus en lumière les différentes inégalités qu'il peut y avoir entre les enfants. Donc c'est absolument nécessaire pour eux dans le quotidien et pour leur avenir. Philippe Guiguen, vous êtes aussi conseiller communautaire délégué à l'enseignement supérieur. Forcément, vous avez suivi très précisément le point qui concernait l'enseignement supérieur et ses cours à distance qui sont privilégiés à la faculté. Ça concerne évidemment l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que les cours à distance, pour vous, c'est viable à long terme ? Alors, c'est viable, mais pour moi, c'est viable en partie sur une période relativement maîtrisée, parce que il y a... C'est quoi une période relativement maîtrisée d'après vous ? Si on est parti sur 2-3 mois, pourquoi pas à titre ponctuel. Il faut pour vous 2021 reprendre les cours en présentiel. Pour moi, c'est souhaitable parce que il y a au travers des cours en présentiel une notion de réseau, une notion aussi de vie sociale entre étudiants. Par contre, je conçois tout à fait aujourd'hui que dans le cadre des restrictions liées à cette épidémie, tout cela passe en virtuel et non pas en présentiel. Avez-vous des informations sur l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ? Est-ce qu'elle peut dispenser tous ces cours à distance ? Ça demande des moyens, de la réorganisation aussi ? Alors cela demande des moyens. Je sais que le président et toute son équipe s'y activent fortement. Nous avons au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin, justement dans un prochain conseil municipal, nous allons les aider notamment pour doter certains étudiants et pour se doter au niveau de l'université d'outils justement pour faciliter cette notion de cours à distance. Vous allez donner des PC par exemple ? On va distribuer des PC ? On va donner des subventions qui permettront d'acquérir justement ce type de matériel. Donc ça, c'est lors d'un prochain conseil communautaire. Ça sera effectif très rapidement pour les étudiants ? Ça sera présenté lors du prochain conseil communautaire, oui. Est-ce que vous comprenez la différence qui a été faite ? Est-ce que vous trouvez ça logique entre l'école des plus petits qui se fait en présentiel, des plus petits qui vont jusqu'au lycée, donc qui ne sont plus si petits que cela, et puis l'enseignement supérieur avec des étudiants qui ont la majorité et qui, par contre, eux, doivent rester à la maison ? Est-ce que vous comprenez la logique ?
ainsi Je faite. comprendrais la logique s'il y a une logique du fait de risque de contamination plus importante au travers des étudiants par rapport aux enfants. De ce qu'on entend, le risque de contamination au niveau des enfants est très très faible, d'où cette logique de présentiel. Vous pensez qu'il y a aussi cette volonté d'éviter les rassemblements des jeunes qui pourraient faire la fête, ne pas respecter les gestes barrières alors qu'ils sont des adultes ? Alors s'il y a cette volonté, je la partage et j'incite effectivement les jeunes à respecter tous ces gestes barrières parce qu'ils se protègent eux et ils protègent aussi tout le monde. Lors de votre campagne municipale, Philippe Guiguen, on va revenir aux affaires un peu plus locales. Vous aviez pris du coup 140 engagements à mettre en place durant vos 6 années de mandat. Certains de ces engagements devront être revus, selon vous, voire abandonnés du fait du contexte actuel, ou alors vous pourrez tenir tous ces engagements en l'espace de 6 ans ? Il est trop tôt pour le dire aujourd'hui. Ce que l'on peut dire par contre clairement, c'est que les difficultés liées à la Covid-19 ne nous facilitent pas la tâche pour respecter la totalité de ces engagements. Mais aujourd'hui, nous n'avons absolument pas rayé aucun engagement de nos 140 engagements. Et nous avons 6 ans pour les mettre en place. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile parce que... parce qu'en plus, ce programme a été fait avant le début de la crise en mars. Tout à fait. Si je vous donne un exemple, parmi nos engagements, il y a un engagement fort de proximité vis-à-vis de la population, d'écoute de la population. Dans ces engagements, donc, il y a la création des comités de quartier. Aujourd'hui, la création de comités de quartier concrètement sur le terrain, nous ne pouvons pas la mettre en place compte tenu des mesures qui sont imposées. Néanmoins, en parallèle, nous y travaillons de manière à ce que lorsque ces mesures seront atténuées, nous pourrons rentrer vraiment dans le vif du sujet. Lors de votre discours pour votre premier conseil municipal, Philippe Guiguen, vous avez, je cite, indiqué que vous devrez gérer les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, faire beaucoup plutôt avec moins de ressources. Vous avez une formule magique pour réussir cette volonté qui est la vôtre ? La formule magique sera toujours la transparence, de dire la vérité et de faire les choix. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, un budget d'une commune et donc ce qui doit être décidé au travers de la commune, ça se fait en anticipant les recettes et non pas comme le fait l'État, en adaptant les dépenses et ensuite en calculant les recettes et en ayant des déficits. Dans les communes, nous ne pouvons pas avoir de déficit. Voilà. Parmi vos projets phares, Philippe Guiguen, il y a la révision du PLU notamment. C'est un projet qui va être lancé. C'est un projet qui prend du temps, on le sait aussi. C'est un projet qui prend du temps, mais c'est un projet sur lequel nous avons déjà travaillé en parallèle avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, où il y a des services très compétents dans ce domaine qui nous assisteront. Oui, parce que votre plan local d'urbanisme doit rentrer dans les clous du plan local intercommunal d'urbanisme. Non, le PLUI sera après. Non, pour l'instant, nous allons lancer une révision du PLU et nous y travaillons et il sera lancé très bientôt. La révision du PLU, du plan local d'urbanisme, c'est son vrai nom. Pourquoi faire ? Quelle utilité ? Alors, le PLU d'aujourd'hui n'est plus à la page ? Le PLU d'aujourd'hui date de 2012. Il y a une pression foncière très importante et autant je pense qu'il faut un minimum de construction sur une commune comme les Clés-sous-Bois, ça ne doit absolument pas être une anarchie et donc c'est pour ça que j'ai dit que je souhaitais un urbanisme maîtrisé et un certain nombre de promoteurs comme ils sont venus voir mes collègues maires, je leur ai dit que moi, au Clé, je souhaitais garder un esprit village et donc ça sera l'esprit de ce futur PLU. Limiter les constructions, c'est votre ambition. Combien sur 6 ans vous avez besoin d'arriver de nouveaux aussi habitants ? Il faut limiter ça Alors, je me suis fixé comme objectif au niveau de la population, nous sommes à 17 700, nous étions passés à 18 100, de nous trouver dans une fourchette entre 18 000 et 18 500 habitants, donc absolument pas une explosion de la population, mais nous avons besoin que la population ne régresse pas, ne serait-ce que pour les écoles, ne serait-ce que pour les commerces. L'un des thèmes aussi de cette campagne, c'était la santé. Vous avez, porté le projet de créer une maison pluridisciplinaire
de santé, là aussi, où en est-on? Les discussions ont-elles débuté? Est-ce que vous allez réussir à réunir les professionnels nécessaires pour une telle maison? C'est exact, c'est un de nos projets phares de la... Et sujet en plus valorisé malheureusement par le contexte actuel. Et sujet malheureusement qui revient encore plus au cœur de l'actualité. Alors c'est aussi un objectif sur lequel nous avons déjà commencé à travailler. J'ai déjà rencontré un certain nombre de médecins de la commune pour leur exposer notre plan, leur dire que nous appuierons sur leur expérience, que c'est une volonté forte. Nous avons un local qui existe, qu'il faudra réadapter, et je dois dire que les médecins que j'ai déjà reçus au niveau de la commune seront partants pour nous aider dans ce projet. J'avais une deuxième, c'est un scoop, j'avais une deuxième réunion qui était prévue avec les paramédicaux, parce que dans cette maison pluridisciplinaire de santé, il y aura du médical et du paramédical. Malheureusement, avec ce qui vient d'arriver, la réunion qui était prévue va devoir être déplacée, et je vais réfléchir pour voir néanmoins comment nous allons déjà pouvoir associer les paramédicaux. Selon les chiffres dont vous disposez, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Clés-sous-Bois est classé en désert médical, ou ce n'est pas encore le cas? Ils sont déjà classés en zone rouge. Donc on est presque en désert médical, il faut agir rapidement sur le sujet. Il faut agir rapidement. Nous avons encore des médecins généralistes, mais dont beaucoup, près de la moitié, sont amenés à partir à retraite dans les 3 ou 4 ans. L'autre sujet qui a animé cette campagne depuis de longs mois aux Clés-sous-Bois, c'est la nouvelle halle du marché, là aussi, où en est-on? Alors, la halle du marché... heureusement avance, néanmoins retard là aussi. Il y a un nouveau retard qui, alors je le reprécise, qui n'est pas du fait des services municipaux, mais d'une maîtrise d'œuvre qui n'a pas été au niveau de celle qu'on l'espérait. Une dernière réunion de sécurité était prévue sur fin octobre, celle-ci n'a pas pu se tenir, elle est reportée ultérieurement. Vous comprenez que je ne pourrais pas ouvrir une halle de marché tant que cette commission de sécurité ne s'est pas prononcée. Et ce retard est lié à comment expliquer, des prestations qui n'étaient pas à la hauteur de ce qui était demandé et qui n'avaient pas été vues par les maîtrises d'œuvre. Donc du retard, est-ce que vous avez une date déjà sur laquelle vous pouvez vous positionner? J'espère que nous pourrons inaugurer cette halle sur le mois de décembre, si tout ce qui concerne la Covid-19 nous permet encore de faire des ouvertures de ce type-là. On évoquait tout à l'heure la problématique de l'enseignement supérieur. Vous êtes conseiller communautaire délégué à l'enseignement supérieur à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pourquoi vous ne disposez pas d'une vice-présidence en tant que maire? Tous les autres maires ont une vice-présidence, pourquoi pas vous? C'est une volonté de ne pas trop vous engager Non, j'ai à Saint-Quentin 2 fonctions. Je suis délégué aux achats, marchés, président des commissions d'appel d'offres, et j'avais aussi cette fonction de délégué aux affaires universitaires dans le précédent mandat. Ce sont deux fonctions qui m'ont passionné lors du dernier mandat, une plus administrative qui concerne les achats, et une qui pour moi est très proactive concernant les universités, avec un projet très important qui va être l'extension de l'université de Saint-Quentin, université de Saint-Quentin qui maintenant doit s'intégrer avec Paris-Saclay, lequel Paris-Saclay est quand même la 14e université classée au monde, donc c'est un honneur d'appartenir à une telle université. Donc pour moi, ça reste un job, entre guillemets, aussi valorisant qu'un autre poste de vice-président. Vous avez privilégié la continuité. J'ai privilégié la continuité. C'est sûr que, on m'avait peut-être... Du poids politique, est-ce que c'est pas un problème absolument dans les affaires locales? Non, absolument pas. Et je m'étais également engagé au niveau de ma potentielle élection, lors de la campagne électorale, à ne briguer aucun autre mandat. Bon, la vice-présidence... Vous avez anticipé ma prochaine et dernière question concernant Philippe Guillen, les élections qui pourraient se tenir au mois de mars, régionales et départementales. Vous ne serez donc pas candidat, c'est sûr? Non, je ne serai pas candidat. Je soutiendrai des candidats, bien entendu, mais moi je ne serai pas candidat, ou au moins en position éligible.
Merci Philippe Guiguen d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire des Clés-sous-Bois. Merci d'être venu dans les locaux de Radio Sensation pour cet hebdo politique. C'est moi qui vous remercie. Cette émission est évidemment à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.